Bonjour à toutes et à tous, Claire Letertre, je suis chef de projet recherche chez Leroy Merlin et donc ma mission c'est de superviser toutes les activités de recherche que mène l'entreprise en partenariat avec des universités, dont la Chaire Trends. On ne le voit pas. Oui, bonjour, donc Hugo Delettre. Je travaille depuis 10 ans et donc je suis coordinateur du programme solidaire de Manahara, qui est le programme solidaire de Nuroto, et donc j'en suis responsable à la fois opérationnelle et stratégique. Merci Hugo. Donc on va revenir sur les slides. Donc avant toute chose, d'abord c'est quoi un business social? Donc l'article qui fait encore autorité plus de 12 ans après sa parution dans le domaine, c'est celui qui a été notamment co-signé par Mohamed Younous. Donc un business social, c'est une entreprise qui vend des biens et services, qui a des dépenses et génère des revenus et qui cherche à rembourser ses investisseurs. Mais non, bien évidemment, le premier objectif est de servir la société et non de faire des bénéfices, et d'améliorer le sort des populations fragiles, et il ne peut faire cela que s'il fait quand même des bénéfices. Donc on voit bien, comme ils l'avaient montré dans leur article dans Long Range Planning, que le social business n'est ni une organisation à but non lucratif, parce que sinon elle n'aura pas les moyens de pouvoir faire ses actions, ni une entreprise qui cherche uniquement à maximiser son profit. Ça, c'est ce que dit la littérature, mais moi j'aimerais bien entendre chacun des professionnels sur ce que comment vous définissez les business sociaux, pourquoi les distributeurs que vous représentez cet après-midi ici font des business sociaux, et en quoi consistent ces business sociaux. Voilà, donc on va peut-être reprendre dans l'ordre, si tu veux Cécile, pour We Act for Kids. Donc le business social démarre au démarrage par un besoin social auquel on essaye de répondre. Ensuite, il y a un lien avec une ONG ou une association qui aide en général à mettre ça en place. Un lien également avec une marque ou une entreprise qui est donc le côté offre et demande. Et souvent, on trouve aussi d'autres partenaires parce que on va s'apercevoir tout à l'heure, mais que la mise en place d'un business social demande souvent beaucoup de parties prenantes. Donc voilà. Pour ID Kids, le fait que ce soit le fonds de dotation qui s'occupe de la mise en place de ces business sociaux, en fait, le gros intérêt, c'est d'avoir à la fois un pied dans l'associatif, donc de connaître les assos et les ONG, les besoins sociaux, et de connaître très bien le fonctionnement des marques. Ce qui a permis de monter plusieurs business sociaux avec Jacques Addy, avec Okaidi, pour répondre par exemple aux besoins de formation des mamans en grande précarité en France à Roubaix, à Madagascar ou au Bangladesh, mais aussi pour répondre par exemple à des besoins de familles qui sont en précarité dans le Nord. Donc on reviendra peut-être tout à l'heure sur des exemples, mais voilà. Claire, peut-être pour Leroy Merlin, même si on aura une petite vidéo tout à l'heure. Alors, le social business chez Leroy Merlin, c'est de pouvoir créer de la valeur de façon partagée au-delà de l'économique. Cette activité de l'entreprise répond à un objectif d'une stratégie d'impact positif et de pouvoir permettre à tous de mieux habiter et de rendre le mieux habité accessible à tous. Donc ça va passer évidemment par des conventions de partenariat avec des associations plutôt spécialisées pour lutter contre le mal logement. Et donc vous verrez effectivement dans la vidéo sous quelle forme cela s'apprend. Merci. Donc j'ai omis de préciser pourquoi Swad Mbaye et moi-même étions là et également Alex Desley. C'est parce qu'on travaille dans le cadre de la Chaire Trends avec notamment ID Kids, mais aussi Leroy Merlin et Boulanger qui n'est pas représenté aujourd'hui, avec ces entreprises-là justement depuis 4 ans pour voir quel est l'impact de ces business sociaux dont on va parler dans un instant. Hugo, on va te redonner la parole. Par contre, comme j'ai les slides que tu m'as donnés, on passe tes slides et tu expliques en même temps, même si nous on ne te verra plus, on verra tes slides. Voilà, merci. Donc si tu peux nous dire ce que c'est que Manahara, s'il te plaît. Voilà.
Alors, pour rejoindre un petit peu ce qui vient d'être dit, Manahara a été développé en fait initialement vers 2016, au moment où on parlait beaucoup dans les entreprises de l'aspiration d'entreprise. C'est à ce moment-là que la réflexion a commencé. Hein, le programme est actif depuis 2019. Et son but est de répondre à l'objectif numéro 10 de l'ONU, qui est la réduction des inégalités, ou d'apporter un impact social positif, sans en effet apporter un impact négatif financier. Donc Manahara s'inscrit dans la raison d'être de l'entreprise automobiliste, des solutions durables de mobilité. On vient vraiment s'inscrire dans le mot chaque. Je pense qu'on peut passer à la slide que j'ai un peu plus consacré à concrètement ce que fait Manahara. Je vais tout, voilà. Donc concrètement, hein, Manahara donne accès à des personnes ayant un quotient familial de la CAF inférieur à 750 euros, un diagnostic gratuit de leur véhicule et des réparations à tarif solidaire. Donc également, comme cité précédemment, pour réussir à faire ça, ça serait chose impossible sans le maillage territorial qu'on a à travers différentes associations qui nous aident à toucher les publics cernés. Car il est très probable que qu'aucun d'entre vous, ou très peu peut-être, ait entendu déjà parler de ce programme, tout simplement parce qu'il y a la communication en elle-même se fait auprès d'organismes sociaux, d'associations, d'entreprises d'insertion. Et on a également un site internet, une équipe dédiée qui est assez atypique puisque donc je suis responsable de ce programme. Je suis accompagné d'un étudiant en stage qui nous aide dans le cadre d'une étude d'impact pour laquelle on est également accompagné d'un bureau d'études. On a également quelques retraités qui donnent volontairement un petit peu de temps afin de suivre une partie de nos bénéficiaires et également une personne en contrat d'insertion qui est une ancienne bénéficiaire de Manahara qui, après avoir été accompagnée par moi-même, a spontanément demandé, maintenant qu'elle avait récupéré son véhicule en bon état, si on aurait du travail pour elle chez Noroto. Et donc, tout naturellement, étant donné qu'elle était à même de comprendre les situations parfois compliquées des bénéficiaires et que d'autre part elle avait suivi le déroulement du programme, et bien c'est tout naturellement qu'elle a intégré l'équipe pour suivre les bénéficiaires. Et donc on a, une fois le dossier validé avec attestation de quotient familial et carte grise, ce diagnostic gratuit, puis des réparations à tarif solidaire d'en moyenne 30%. Pour permettre justement à ce qu'elle soit financièrement plus accessible, mais que Noroto ne fasse pas les réparations à perte, tout en sachant que derrière il y a également bien sûr le fait de budgétiser les actions menées dans le cadre de ce programme solidaire en lui-même. Donc ça occasionne bien sûr un petit peu de masse salariale, un petit peu de communication, la mise à jour d'un site internet. Donc tout ça est à inclure bien sûr dans ce business social. Voilà, je ne vais pas trop m'étaler, je pense qu'il y avait quelques minutes et je veux laisser place à chacun pour ensuite on puisse tous échanger. Oui, et on te posera des questions sur les sujets qui vont venir et le public pourra t'en poser également. Voilà, donc finalement, un business social, comment ça marche et quelles sont ses spécificités? Donc, si tu veux, peut-être, tu peux dire quelques mots sur l'écosystème, justement. Alors, je vais te mettre donc le cas de business social de LoveMy. Donc, peut-être que tu peux dire 2 mots, Cécile, sur LoveMy avant que Swad commente et analyse l'écosystème qu'on a mis en évidence. Alors pendant plusieurs années, en fait, le fonds de dotation a travaillé avec l'association Amitié Partage. La mission du fonds de dotation est d'agir au service des enfants les plus fragiles. Et du coup, l'association Amitié Partage à Roubaix, en fait, accueille des familles précarisées à Roubaix, à la fois en développant l'insertion, l'aide alimentaire, l'aide vestiaire, etc. On a travaillé ensemble sur un projet en se disant comment est-ce qu'on peut aider les mamans les plus fragiles par un projet d'insertion et en même temps qui apporterait de la valeur en lien avec des marques avec une marque d'ID Kids.
Et du coup, voilà, a été mis en place en 2014 un chantier d'insertion de tricot. Donc elles ne deviennent pas tricoteuses, mais elles sont par contre accompagnées ensuite par l'association par rapport à leur projet professionnel. Et du coup, ce chantier de tricot a permis de travailler avec Jacques Addy, sachant que ensuite elle fabrique des produits qui sont mis en vente chez Jacques Addy et sur Internet, et que tous les bénéfices de ces produits servent donc les mamans de ce chantier. Merci Cécile. Alors du coup, en quelques mots, Souad, est-ce que tu peux commenter, et on dira plus de l'étude d'impact après, l'écosystème Alors, comme l'a expliqué tout à l'heure au début Cécile, un social business implique la collaboration de différents acteurs. Dans le cas de Love My, alors il y a les principaux acteurs qui sont le fonds d'action qui était à la base à l'initiative de ce projet avec Amitié et Partage et qui souvent joue l'intermédiaire entre l'association et la marque. Il y a Jacques Addy, la marque pour qui la mini-collection est réalisée. Et bien évidemment, il y a les bénéficiaires. Il faut savoir que les bénéficiaires, les dames, sont installées en France, mais elles proviennent de différentes cultures et de différents pays. Il y a des femmes de l'Afrique, de l'Europe de l'Est. Et donc, ces femmes, elles ne maîtrisent pas forcément la langue française. Et l'autre difficulté, c'est qu'à la base, elles ne tricotent pas. Donc, elles ne savent pas tricoter, d'où le rôle de la chef d'atelier qui leur apprend pendant une période comment tricoter. Alors, les flèches qu'on a mis, l'épaisseur des flèches, en fait, illustre l'intensité, en quelque sorte, des interactions. Donc, il y a souvent des interactions entre le fonds d'action et l'association, d'un côté, entre le fonds d'action et Jacques Addy. Jacques Addy, tous les ans, vient une fois à la rencontre de ces dames. Et à part ces principaux acteurs, il y a les financeurs. Parce que là aussi, il y a toute une problématique liée au financement de ce type de projet. Donc les financeurs, c'est l'État, c'est les mairies. Il y a Pôle emploi qui aide à l'accompagnement social vers l'emploi, qui aussi propose des femmes à métier partage. Il y a le fournisseur Fenty. Fenty, c'est une petite filature. Donc là aussi, on voit que les acteurs diffèrent selon aussi leur taille. Donc, qui fournit la laine française. Avant, il y avait Fildar, mais bon, les acteurs se sont rendus compte que la laine de Fildar n'était pas forcément de très bonne qualité, n'était pas facile à tricoter. Donc, ils ont changé et donc il y a Fenty. Il y a d'autres fournisseurs, des boutons, voilà. Et il y a alors là il y a les consommateurs qui dans cet écosystème restent un peu passifs puisqu'ils sont pour le moment des simples acheteurs de la mini-collection. On les a pas encore, en tout cas le fonds d'action et Jacques Addy ne les ont pas encore intégrés vraiment comme partenaires à part entière. Et après, à chaque sortie de la collection, Jacques Addy fait appel à des influenceurs, des influenceuses en l'occurrence, pour communiquer sur la gamme. Donc voilà une illustration vraiment de l'un des projets du fonds d'action, parce qu'il y a d'autres projets dans les écosystèmes encore vraiment plus complexes que ça. Oui, parce que certains de ces projets, donc celui-ci se fait sur le territoire national, donc à Roubaix, tout à côté du siège, mais un certain nombre d'autres des projets, des business sociaux ont lieu au Bangladesh, à Madagascar. Donc on rajoute des intermédiaires, des parties prenantes et des différences culturelles. Donc là, en travaillant sur effectivement, si je m'adresse aux chercheurs, donc dans le paradigme de la service dominante logique, on voit qu'on est sur un écosystème extrêmement complexe, multi-parties prenantes, avec des aspects organisationnels, de statut juridique, de taille totalement différentes. Et donc, on a évidemment autant d'interactions très riches, mais autant d'interactions potentiellement avec des irritants et des problèmes éventuellement, effectivement, de dysfonctionnement. Peut-être qu'on va passer la vidéo de Laura Merlin.
pour montrer ce que fait Leroy Merlin, et ensuite on reviendra sur comment on mesure l'impact à la fois qualitativement et quantitativement de ces actions. Donc là, on est chez Philippe et Liliane, qui ont mis plus de 2 ans avant de se convaincre que c'était possible d'être accompagnés pour pouvoir faire des travaux d'amélioration de leur logement. Cette maison, elle était très dégradée, pas d'isolation, un système d'eau chaude en fait plus que vétuste, des conditions sanitaires en fait très dégradées, et qui fait que cette maison était indigne. Alors Stop à l'exclusion énergétique est une association et aussi une coalition en fait d'acteurs qui s'associent à l'échelle nationale pour sortir le plus de monde possible de la grande précarité énergétique. Refaire complètement l'ossature de cette maison, eh bien c'est un budget total de 73 000 €. Et après avoir mobilisé l'ensemble des aides, il restait un reste à charge très conséquent. Et c'est l'apport du fonds Stop Exclusion énergétique qui a permis la réalisation de ce chantier. Ça fait un peu plus maintenant de 10 semaines que Philippe et Liliane sont relogés dans un camping, dans un mobil-home. Ils ont vraiment hâte de retrouver en fait leur maison avant Noël. Ça fait grand, je n'avais jamais remarqué que ça. Vous la trouvez jolie, votre maison? Oui. C'est bon, oui, on va être mieux. Au niveau santé, parce que ça sera moins humide déjà, ça va être plus propre aussi. Après, on verra ça sur les toitures de chauffage. Voilà, alors est-ce que Claire, tu peux nous dire 2 mots de cette action, et puis on parlera d'autres business sociaux, notamment de la Fondation. Oui, donc là vous avez un bon exemple en fait d'une action de social business de Leroy Merlin. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est en partenariat avec des associations, et donc ici avec Stop à l'exclusion énergétique, mais il y en a d'autres tels que les Compagnons Bâtisseurs ou Réseau Éco-Habitat. Donc le fonctionnement, c'est que l'association fasse ses achats de matériel directement chez Leroy Merlin sans remise appliquée. Et puis, avec un numéro de client bien identifié, on arrive dans la comptabilité tous les trimestres à comptabiliser, à répertorier tous les achats qui ont été faits dans le trimestre, et on reverse 100% de la marge à ces associations sous forme d'un don tous les trimestres. Ça permet effectivement aux associations de pouvoir financer le reste à charge, qui est parfois encore trop conséquent, même une fois que toutes les aides ont été mobilisées. Il faut savoir que dans l'écosystème, on est appuyé effectivement par ces associations, puisqu'ils sollicitent un nombre important d'aides. Il faut bien une connaissance sur tous les dispositifs qui existent en termes d'amélioration de l'habitat. Et l'habitant, en fait, il est souvent perdu parce qu'il ne sait pas à qui faire appel. Il a aussi parfois un peu honte de sa situation de précarité énergétique. Et donc, il faut l'aider, l'accompagner à surmonter ce sentiment et ce regard envers lui-même. Et donc, c'est ce que permet ces associations. Et donc, Leroy Merlin intervient sur le reste à charge, parce que même si sur un montant de 73 000 €, on se dit qu'il n'y a que 7 000 € entre guillemets à financer, pour certains ménages, c'est encore trop. Et donc, il y a besoin de financer ce reste à charge. Donc là, on a vu aussi dans la vidéo une autre action qui a été mobilisée et dont a bénéficié Stop à l'exclusion énergétique. C'est l'offre qui a été mise en place en 2022, ce qu'on appelle les offres engageantes, et qui a permis, par l'achat des clients, de pouvoir reverser 1 million € à l'association, avec qui on a en plus réalisé une fresque de la précarité énergétique qu'on est en train de diffuser, de montrer auprès d'acteurs de l'écosystème pour pouvoir qui puissent agir aussi, bien comprendre le mécanisme de la précarité énergétique et aider les habitants à en sortir.
Oui, puisque l'idée c'est que, et c'était pareil pour ID Kid, c'est qu'en commençant petit, c'est un peu la théorie des nénuphars, vous essayez de les répliquer et de faire en sorte que les différents acteurs, et notamment les acteurs nationaux, se saisissent de bonnes pratiques locales pour en donner un impact plus grand, c'est ça? Oui, et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la construction des écosystèmes partenariaux, elle se fait vraiment en local au niveau des territoires. Et donc c'est pour ça aussi que notamment sur les conventions d'achat, de partenariat d'achat solidaire, c'est directement porté par les magasins. On ne signe pas une convention s'il n'y a pas l'appui d'un magasin, puisque au final, c'est dans ce magasin que les associations vont faire leur achat et que les clients vont aussi venir. Et donc aujourd'hui, on a 210 conventions qui ont été signées dans 96 magasins. Et les collaborateurs dans tout ça? Et je te poserai aussi la même question, Cécile, et ensuite à Hugo. Alors pour les collaborateurs, ce type d'action et être impliqué dans des actions de social business, c'est vraiment ce qui va leur donner du sens, de l'engagement et de l'enthousiasme. On l'a beaucoup remarqué quand on les interroge sur la raison de leur engagement, c'est vraiment le plus de leur mission qui va les faire sortir du magasin, d'être au contact de l'habitant et de montrer leur utilité. C'est un moteur qui est incroyable pour les collaborateurs, et ça dans tous les verbatims que l'on a de leur retour, c'est ce qui ressort énormément. Et Cécile, comment ça se passe chez ID Kids? Alors, c'est intéressant en fait la mise en place de ces business sociaux, à la fois pour les collaborateurs mais aussi pour la marque. Si je prends l'exemple de Jacadi et ce que le business social à Madagascar, où on a monté un atelier de formation des mamans des bidonvilles de Tana à la broderie et à la couture. Derrière, ces mamans font des sacs, etc. avec du tissu. Et en fait, le tissu qui est utilisé, c'est des stocks d'anciens Liberty qui ont été commandés par Jacadi mais non utilisés. Donc c'est quand même intéressant pour la marque aussi et pour la planète de réutiliser ces stocks. Les collaboratrices qui travaillent sur ces modèles de business sociaux sont des collaboratrices essentiellement de l'offre qui sont hyper impliquées et pour qui ça donne vraiment du sens de travailler sur ces projets. Jacadi, ça lui permet de reverser en moyenne, rien qu'avec les bénéfices de ces produits, parce que c'est des produits plutôt haut de gamme, à peu près 60 000 € par an, des bénéfices de ses ventes, mais du coup c'est pas de l'argent qu'il faut sortir quand même de sa trésorerie. Et en même temps, ça apporte évidemment pour les bénéficiaires et pour ces femmes une formation et derrière un emploi. Donc c'est vraiment un modèle qui est bénéfique à la fois pour les marques et pour les bénéficiaires. Merci. Hugo, est-ce que tu peux nous dire ce qu'il en est pour Manara ? Oui, de notre côté, du coup, ça tombe à pic un petit peu puisque cet été, comme je le disais, on réalise une étude d'impact et ont été interrogés, bien sûr, une partie des collaborateurs des centres Noroto. Et ce qui ressort, c'est une certaine notion d'engagement par rapport aux collaborateurs qui rencontrent ces bénéficiaires et les aides concernant leur véhicule, et de manière plus large. On sent que les générations plus jeunes sont plus attentives aux engagements de leurs entreprises et de la même manière, pour citer quelques verbatims, il est vu comme normal, voire un devoir des entreprises au-delà d'une certaine taille, dont fait partie Noroto, de s'engager à la fois sur des sujets environnementaux, on en parle beaucoup bien sûr en ce moment, mais également sur des sujets sociaux. Et de la même manière, c'est quelque chose, un maillage, et on peut mener avec des business sociaux des choses plus difficiles à mener de manière associative, et pour également mener cette étude d'impact auprès de certains de nos partenaires. On a des partenaires qui, par exemple, accordent du microcrédit pour aider des personnes à réparer leur voiture ou en changer. Et ce microcrédit peut, par exemple, être utilisé à travers Manahara pour réaliser des réparations sur leur véhicule, toujours avec une tarification solidaire. Mais le retour que nous font potentiellement ces organismes qui accordent ces microcrédits, c'est que par ailleurs, Manahara, maximise leurs chances d'obtenir le remboursement, et que tout se passe bien à la fois pour le bénéficiaire qui récupère son mode de mobilité
pour conserver son emploi, qui de ce fait peut faire le remboursement du microcrédit auprès de l'association qui l'a aidé à l'obtenir, et de ce fait, et l'entreprise, elle, y trouve l'engagement de ses collaborateurs, l'impact positif qu'elle souhaitait. Donc vraiment, c'est quelque chose qui permet d'aller jusqu'au but de ces trois parties prenantes. Merci Hugo. Alors, si je me fais l'avocate du diable, pourquoi les distributeurs font ça? Parce que vous communiquez beaucoup sur ce que vous faites là, ou finalement, qui dans la salle connaissait ces actions? Alors, donc, vous communiquez pas dessus, mais vous en faites. Pourquoi? Comment? Je ne dois pas être très bonne en communication. En tout cas, non, c'est vrai que c'est pas l'objectif prioritaire, et surtout, c'est compliqué aujourd'hui de changer d'échelle. Donc, c'est des actions qui encore aujourd'hui quand même restent, en tout cas, assez petites par rapport à la production qui est faite, que ce soit Jacadi, Okaidi, ou donc c'est pas en tout cas des actions qu'on a envie de communiquer ou de. Après, évidemment, oui, enfin les marques. Si vous allez sur le site de Jacadi et que vous cherchez l'engagement et ensuite la collection Love My, parce que vous avez entendu parler d'une collection qui s'appellerait Love My, qui est faite à Roubaix par des mamans d'Amitié Partage, ce qui c'est certainement pas le cas, mais là vous trouverez quelques éléments. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on communique peu, peut-être pas assez, et aujourd'hui, ce qu'il faut quand même se rendre compte, c'est que c'est pas facile de mettre en place ces modèles de business sociaux. C'est pas facile aussi parce que sans doute parce que ça a été aussi poussé par le fonds de dotation, mais du coup l'entreprise ne gagne pas d'argent puisque tous les bénéfices sont redonnés pour le projet social. Donc il y a en même temps cette envie de développer, et chez Idekids vraiment il y a une envie de développer de plus en plus de ces modèles. Okaidi Siemi, Oxybul éveillé jeu aussi avec des furoshiki, Chippy avec des chouchous, mais comme c'est pas du tout dans quelque chose de mécanique, avec je passe une commande, j'ai mon fournisseur, c'est pas simple de faire rentrer des produits qui viennent d'un bidonville de Dakar dans les entrepôts d'Okaidi. C'est compliqué de changer d'échelle, et du coup c'est aussi une des raisons pour lesquelles on communique pas forcément tellement dessus. Merci. Pour Laura Merlin? Alors pour Laura Merlin, c'est un peu différent. Alors, on ne communique pas de façon massive en national. Par contre, il y a quand même des actions de communication qui sont réalisées, notamment dans des programmes un peu plus larges tels que ceux en ce moment pour la rénovation énergétique. L'équipe qui a participé notamment au Reno Days, et ça a été la première action, la première révélation, en tout cas publique, de cette fresque de la précarité énergétique. Après, je pense que l'enjeu, il est plutôt de communiquer au local, donc que les magasins puissent s'en saisir au niveau des territoires pour valoriser en fait les actions des magasins et l'engagement de l'entreprise pour créer une valeur et puis réinventer des modèles. Et donc là, quand on parle de valeur humaine, de valeur sociale, économique évidemment, mais aussi environnementale. Et pour pouvoir développer ce modèle plateforme, je pense qu'il est essentiel de communiquer beaucoup plus pour pouvoir s'entourer des bons partenaires et des bons professionnels. Et juste une précision, sur les collaborateurs, il y en a qui justement vont faire les chantiers sur leur temps personnel ou un temps qui est accordé par l'entreprise? Alors, c'est vrai qu'auprès des collaborateurs, il y a beaucoup de communication interne qui est faite. À chaque fois qu'il y a une convention qui est signée, Nicolas fait une communication assez large auprès des magasins, puisque c'est aussi un sentiment de fierté et de reconnaissance du magasin qui s'engage dans ces démarches. Les collaborateurs, au-delà d'accompagner en fait et d'être en relation avec les associations un peu au quotidien, mènent des actions. L'entreprise a développé un système qui s'appelle le Positive Impact Day. Donc ça veut dire que l'entreprise permet à chaque collaborateur de bénéficier d'une journée par an pour aller faire des actions chez les habitants, dans des structures, des EHPAD, des hôpitaux, etc., de travaux. Donc l'entreprise est aussi active et les collaborateurs sont fiers d'utiliser cette journée pour pouvoir participer à des travaux. Et puis ensuite, on a ce qu'on appelle les Bricots du Cœur, qui sont une association qui était développée et portée après par le groupe ADO, où là, ça permet à des collaborateurs de pouvoir intervenir chez les habitants
tout en étant couverts, puisqu'il y avait des problématiques d'assurance. Et donc là, de pouvoir aller faire les travaux en toute sécurité, que ce soit pour l'entreprise, pour le collaborateur, mais aussi pour l'habitant. Merci. Qu'en est-il, Hugo, pour Noroto? Alors, vous m'entendez toujours? Oui. Juste depuis un instant, moi je ne vous entends plus, alors je ne sais pas si vous m'entendez encore. Oui. Alors, du coup, oui, de notre côté, la communication est très restreinte également envers le grand public. On communique majoritairement vers les organismes sociaux qui nous orientent ces publics. Et oui, de la même manière, on est une équipe de 6 personnes. Et si demain il y avait une publicité ou de la communication à grande échelle au sujet de Manahara, on ne saurait pas accompagner chaque personne qui déposerait un dossier. Donc il y a ce côté-là, hein, ressources humaines pour pouvoir accompagner les bénéficiaires qui font qu'il n'y a pas plus de communication. Et à côté de ça, il faut aussi admettre que Manahara, même si ça n'a pas d'impact négatif sur le côté financier de l'entreprise, eh bien l'entreprise, elle, ne pourrait pas continuer à vivre et donc à mener cette action s'il n'y avait pas les clients classiques. Et donc voilà, on a un maximum de 2 prestations par centre par semaine. Pour donner quand même une idée d'échelle, on peut encore avancer puisqu'on a réalisé là sur l'exercice fiscal qui vient de se terminer environ 800 réparations à tarif solidaire de voitures, donc en un an. Donc si on fait, on a à peu près 300 centres participants en France, donc en faisant 2 par centre par semaine, on a encore une belle marge d'évolution, mais voilà, il ne faut pas oublier que les centres, pour pouvoir mener cette action, ont besoin également du business habituel, et que sans celui-ci, eh bien Manahara ne pourrait pas exister. Donc quoi qu'il arrive, Manahara restera quelque chose, une action à la marge, et qui ne peut pas devenir majoritaire, bien sûr, dans les prestations réalisées par Noroto. Merci Hugo. Donc on va parler justement de l'impact. Alors je vais passer la parole. Je vais passer la parole à Swad sur l'étude qualitative qu'on mène ensemble. Et on a essayé d'identifier avec un concept que nombreux d'entre vous dans la salle connaissez bien, la valeur. Donc je te laisse la parole. Comme on l'a vu sur le schéma de l'écosystème, donc la collaboration entre ces différents acteurs en fait se fait dans une pratique, vraiment une réelle pratique de co-création de valeur. Les différentes parties sont bénéficiaires de valeurs de différentes natures. Alors pour l'association Amitié Partage, là il s'agit d'une valeur purement fonctionnelle parce que c'est dans le cadre de leur mission, hein, l'accompagnement social vers l'emploi, lutter contre la précarité, etc. Pour Fanti qui est une petite entreprise, là c'est plus une valeur symbolique au niveau de la visibilité, de l'image. Pour Jacadi, il y a une valeur fonctionnelle parce que vraiment, même si les dames ne savaient pas au départ tricoter, au final la mini collection est de très bonne qualité avec de la laine française. Et bien évidemment, il y a aussi la valeur au niveau, oui, l'image de faire une collection solidaire, etc. Pour les bénéficiaires, alors les bénéficiaires, là, il y a différents types pareils de valeurs. La première, fonctionnelle, il y a l'apprentissage, déjà l'apprentissage de la langue française. Au sein de cet atelier d'insertion, les dames, elles sont obligées de parler français, ne serait-ce qu'avec la directrice de l'association, la chef technique. Et l'apprentissage de la langue française les aide après à être autonomes, ne serait-ce que pour faire certaines démarches administratives, pour aller chez le médecin toute seule. Et donc, elles gagnent en quelque sorte une certaine indépendance par rapport à leur mari ou leurs enfants qui habituellement les accompagnaient dans ces démarches-là.
Il y a aussi le développement de certaines compétences, à part les compétences en tricot, parce qu'au final, elles vont pas travailler dans le tricot, mais elles apprennent aussi la rigueur, la ponctualité, certains codes de travail qui vont les aider plus tard dans l'insertion professionnelle. Aller à cet atelier, c'est de s'évader aussi, c'est de sortir de la maison, c'est de rencontrer d'autres personnes. Et l'atelier, en fait, l'atelier devient un lieu de socialisation très intéressant. Il y a des amitiés qui se créent, des relations qui se créent et des échanges sociaux intéressants. Et après, il y a la valeur symbolique qui est très intéressante parce que c'est une fierté. C'est une fierté de travailler pour une marque telle que Jacadi. Et ces dames-là nous disaient que même la fierté le voyait aux yeux de leurs enfants, qu'ils les voyaient épanouis. Et toutes, elles nous ont fait part même d'une certaine transformation, même physique. Maintenant, elles prennent soin d'elles, elles se maquillent. Vraiment, c'est prendre confiance en elles. Alors, ces valeurs-là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas certains points de tension ou de vigilance, en tout cas, à prendre en considération pour faire perdurer ce type de projet. Le premier point, c'est le rôle de l'homme. L'homme avec un grand H. Pour ces projets, il y a certaines personnes qui sont des acteurs clés. C'est un point positif parce que il faut, mais c'est un point de vigilance. Par exemple, dans le projet Love My, il y a, selon nos analyses et les entretiens, il y a deux personnes, vraiment deux acteurs très très importantes. Il y a Cécile, qui est vraiment le moteur de ces projets. Et vraiment, le moindre problème, voilà, on appelle Cécile, on la contacte, même si maintenant, au fil des années, Jacadi et Amitié Partage interagissent directement, mais souvent quand même, ça passe par Cécile. Et il y a la chef d'atelier qui est en contact avec les dames. Et on a vu, en fait, au départ, il y avait une chef, et quand elle est partie à la retraite, il y a eu une autre. Et c'est vrai, c'est pas la même relation. Donc là, oui, il faut faire, je sais pas, il y a en tout cas des réflexions à mener. Comment faire pour peut-être, je sais pas, travailler à deux ou... L'autre point, oui, certaines actions, interactions, communication, par exemple, Fanti regrette le fait qu'elle soit pas très souvent en contact avec l'association ou carrément avec les dames. Il y a la communication, ça Cécile l'a évoqué, bon, peut-être assez voulu, mais jusqu'où si Jacadi et le fonds d'action veulent monter en échelle et peut-être fabriquer plus de pièces, donc il faut les vendre, peut-être il faut communiquer un peu plus. Et le suivi des femmes à la sortie de cet atelier. Il faut savoir, oui, petit à petit, les femmes s'attachent à cet atelier et elles ont du mal à partir, alors que c'est 1 an. Donc là aussi, il faut voir comment. Et après, le suivi, parce que à aujourd'hui, je pense aussi bien à l'association que le fonds d'action, il n'y a pas un suivi vraiment régulier de l'avenir de ces femmes. En fin de compte, ce qu'on s'était dit, et c'est peut-être ce que vous vous dites aussi, c'est que même dans les très grandes entreprises telles Leroy Merlin, Noroto ou ID Kids, on voit que ces business sociaux sont plus sous la forme soit d'une start-up à l'intérieur ou d'une petite TPE ou d'un fonctionnement plus artisanal et extrêmement incarné par des personnes. Et donc effectivement, ce qu'on a mis en évidence quand on a remis l'étude au niveau de la direction générale d'ID Kids, c'était de dire, et ce qu'on retrouve chez Leroy Merlin et chez Noroto, c'est qu'il y a une incarnation tellement forte, ce qui veut dire que déjà vous n'êtes pas Shiva, donc à un moment répliquer et augmenter la taille des projets devient difficile si on ne dépend que d'une personne. Et on a pu le voir à Madagascar aussi dans un des cas, quand il y a un changement de personne, ça remet en question énormément l'ensemble des interactions et les rapports de confiance qui peuvent exister, parce qu'ils ne sont pas vraiment institutionnalisés, en tout cas pas aussi fortement que dans le business as usual. Donc les business sociaux restent des choses, des éléments pour le moment, ce qu'on peut voir dans les différents cas qu'on étudie, avec des personnes clés
Et ça leur donne une grande fragilité, évidemment, par rapport aux manières de manager le business as usual. Peut-être que ce qu'on peut vous demander, notamment à Claire, aussi Cécile, ton feedback par rapport à ça, à Claire puis à Hugo, puisque Hugo, tu nous as dit que tu avais une étude d'impact qui était en cours. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots? Et puis Claire, tu pourras dire des éléments avant qu'on ne vous montre une étude quantitative, donc sur laquelle l'ensemble des personnes ici travaillent, de la chaire Trends et également Redouane Gidal qui est là et Afida Boudkous. Voilà. Donc Hugo, est-ce que tu as eu des premiers éléments de l'étude d'impact dont tu nous as parlé? Alors oui, d'ailleurs cette étude d'impact, donc on l'amène avec un bureau d'études, et déjà même avant ça, on s'était un petit peu cherché sur notre impact, c'est-à-dire que on avait déjà regardé avant même de mener celle-ci quel est le comportement chez Noroto des personnes qui ont bénéficié de Manahara. Et on s'aperçoit d'une première part, alors là je parle plutôt d'un côté impact financier, on s'aperçoit que les personnes qui bénéficient de Manahara sont plus facilement de nouveaux clients, que donc c'est des personnes qui ne sont pas forcément venues et qui ne seraient pas venues si elles n'avaient pas eu la possibilité de bénéficier de ce programme, et qu'une fois qu'elles ont bénéficié de Manahara, elles reviennent majoritairement sans bénéficier de Manahara, et ont également un panier moyen qui est plus élevé que les clients classiques, et qu'elles viennent à la fois en atelier et en centre Noroto, et donc à travers ça on peut revendiquer pour maintenir cette activité au sein de l'entreprise le fait qu'elle provoque une certaine fidélité des personnes qui en ont bénéficié. À côté de ça, on a de janvier à décembre fait une expérimentation avec Pôle emploi. Donc en fait, Manahara a été retenu lors d'un appel à manifestation d'intérêt envers les publics précaires et pour la mobilité. Et donc là, je n'ai pas encore ces résultats, mais la méthode suivie, on a pris une bonne dizaine d'agences qui étaient réparties en Hauts-de-France et en PACA, et ces agences avaient la possibilité de mettre en relation avec Manahara, de faciliter cette mise en relation, et en plus de le faire via d'autres documents. On voulait voir si il pouvait être facilitant pour certains publics d'utiliser d'autres documents que l'attestation de quotient familial de la CAF, qui n'est pas forcément qui ne peut pas forcément être obtenue par chacun. Donc on a testé d'autres documents comme l'ASS, l'ARE, l'AH. Et donc là, tous ces résultats, les formulaires à ce sujet ont été clôturés fin septembre, et ceci est dans les mains de Pôle emploi, et cette étude d'impact-là, on la voulait volontairement menée par un acteur externe, et que Noroto n'ait que le suivi des bénéficiaires à faire, entre guillemets, pour que le résultat obtenu comporte le moins de biais possible. Car par ailleurs, du coup, de notre côté, on a envoyé des questionnaires à tous les bénéficiaires de l'exercice 2021-2022 qui ont fait au moins un diagnostic et ou les réparations, pour voir quel était leur rapport à la mobilité, mais aussi dans les faits, est-ce que Manahara leur a permis de reprendre un emploi ou une formation, quand on sait d'ailleurs que les publics en insertion, pour 50% d'entre eux, signalent avoir déjà refusé refuser un emploi ou une formation pour un problème de mobilité, et même avoir arrêté en cours pour 28% une formation pour les problèmes de mobilité. On voulait aller chercher ces indicateurs et voir si après avoir bénéficié de Manahara, ils ont pu reprendre ce côté-là, et voilà, je n'ai pas les chiffres précis, mais visiblement plus de 50% des personnes qui ont bénéficié de Manahara signalent avoir repris un emploi ou une formation. Alors bien entendu, on ne s'attribue pas à nous seuls le fait qu'ils aient ce bénéfice, et comme ça a été dit précédemment, c'est grâce également à l'action d'associations qui travaillent avec nous, de plateformes de mobilité. Je pense à WeMove, donc un réseau de plateformes de mobilité nationale, qui répertorie les initiatives en lien avec la mobilité, dont Manahara. Et donc quand le cas échéant, enfin quand la personne
présente, explique sa problématique et que Manahara y répond, eh bien, c'est une plateforme de mobilité qui a des facilités pour mettre en relation cette personne avec nous. Je pense également à l'ADI dont j'ai parlé tout à l'heure sans vraiment les citer, mais qui octroie des microcrédits en lien avec la mobilité. Donc voilà, en tout cas, on constate qu'après ces mises en relation et qu'elles aient bénéficié de Manahara, eh bien, on a ces retours à l'emploi, mais on jauge également d'autres aspects comme l'accès aux soins. On a croisé ça avec des données de déserts médicaux. Et on voit que pour pas mal de personnes, en insertion également, eh bien, il y a un fort lien entre mobilité et accès aux soins, mais aussi en termes de lien social. Voilà, il y a énormément d'indicateurs qui viennent toucher le sujet de la mobilité. Alors malheureusement, voilà, j'ai pas les chiffres exacts, mais on est relativement satisfait et on touche vraiment l'impact positif comme on le souhaitait. Hein. On peut toujours bien sûr faire mieux et c'est le but aussi du business social. Mais on mesure et on a pu, grâce à cette étude d'impact, voir que clairement cette action Manahara permettait d'améliorer ces indicateurs chez les personnes qui en bénéficiaient. Merci Hugo. Est-ce que Claire, tu veux dire 2 mots ? Oui, alors rapidement, parce que chez Leroy Merlin, il n'y a pas forcément d'étude d'impact qui a été menée. Par contre, on peut voir effectivement l'impact au nombre de conventions qui sont signées, aux sollicitations des associations, et puis aussi au nombre d'engagements de la part de collaborateurs. Et ça, c'est sur le sujet du business model, enfin du business social, mais c'est aussi sur le modèle de la Fondation Leroy Merlin, qui est là plus particulièrement tourné sur l'amélioration de l'habitat, mais plutôt pour les personnes en situation de handicap ou les personnes âgées. Et là, on le voit, en fait, il n'y a pas de communication qui est faite, mais le bouche à oreille de professionnel à professionnel fait que Leroy Merlin est vraiment un acteur identifié sur les axes d'amélioration de l'habitat, que ce soit sur le côté rénovation énergétique ou maintien à domicile pour des questions d'autonomie. Merci. Cécile ? Oui, nous, en fait, il y a eu une étude d'impact qui a été faite par l'ONG partenaire qui s'appelle ATIA, qui travaille vraiment sur les besoins des populations les plus fragiles dans beaucoup de pays. Ils sont aux Philippines, à Haïti, et c'est notre partenaire à Madagascar. Et ils ont fait une étude qui s'appelle Photo de famille, où en fait tous les critères logement, scolarisation des enfants, hygiène, voilà, tous les critères de la vie sont pris en compte en fait au moment du démarrage des mamans dans le programme de formation à la couture mis en place qui s'appelle Toana, donc en lien avec Jacadi. Et 1 an après, il y a la même étude avec les mêmes questions et ils se sont aperçus que ça avait amélioré de 10 fois les conditions de vie. C'est leur programme aujourd'hui qui réunit le plus d'impact parce que en fait 100% aujourd'hui de ces mamans on trouve du travail à la sortie, donc savent en fait à la fois coudre et broder, puisque c'est la broderie en plus est quand même un savoir-faire de Madagascar. Donc là-dessus il y a vraiment cette étude d'impact qui montre l'intérêt. Alors aujourd'hui on essaie de développer le nombre de mamans parce qu'en fait après un début qui n'était pas forcément très facile parce qu'il y avait une crainte, il y avait le problème de faire garder les enfants, etc. Aujourd'hui, il y a une grosse liste d'attente, donc on essaye de voir comment justement changer d'échelle. Et enfin, juste la dernière chose aussi que je voulais dire, on a monté des ventes solidaires avec des invendus pour les familles en précarité. Et entre autres, tous les ans, on en fait une à la Condition Publique, qui est un des grands centres sociaux de Roubaix. Et ils nous ont dit que 50% des familles n'avaient jamais mis les pieds à la Condition Publique. Hors des ventes solidaires, en fait, elles viennent parce que c'est le fait de pouvoir acheter des habits neufs d'enfants et des jeux à moins 80%. Donc, c'est ciblé uniquement sur les bénéficiaires d'associations qu'on connaît. Mais du coup, il y a vraiment aussi le fait d'ouvrir et pas seulement de pouvoir acheter en effet des produits neufs qu'elles peuvent pas se payer, mais de découvrir un lieu. Là, c'est un lieu vraiment culturel intéressant. Et donc, ouais, d'ouvrir autre chose pour ces familles qui n'ont pas l'habitude. Merci Cécile. Et peut-être une précision, vous avez justement ouvert une crèche à Toana pour que les mamans puissent suivre la formation et ne soient pas obligées parfois de l'arrêter faute de garde pour les enfants.
Alors en fait aujourd'hui tous les bénéfices des produits permettent de financer tout. Le projet de business social est à l'équilibre, ce qui n'est pas le cas du tout pour tous, hein, mais en tout cas à Madagascar, au bout de à peine 3 ans, c'est équilibré. Et du coup Jacadi a voulu aller plus loin et la marque du coup donne un pourcentage de son chiffre d'affaires pour ce projet, et du coup ça a permis d'ouvrir une crèche pour qu'en effet les mamans puissent avoir leurs enfants qui sont donc dans une crèche pendant qu'elles sont formées. Et là on vient de rouvrir un endroit où il y a à la fois la formation des mamans, et ensuite elles font des produits pour Jacadi, la formation des mamans qui veulent apprendre à coudre mais qui ne sont pas capables elles de faire des produits après pour Jacadi, parce qu'il faut quand même un niveau qu'elles n'ont pas toutes, et au rez-de-chaussée la crèche des enfants. Merci. Je vais passer la parole à Mbaye et peut-être à Alex aussi sur la partie quanti. Merci beaucoup. Donc du coup là, on va vraiment changer d'orientation puisque jusqu'ici on parle de ces projets de social business en focalisant sur les acteurs qui sont concernés. On a parlé de ce qui se fait en interne avec les partenaires. On a parlé aussi de ce qu'on faisait pour les bénéficiaires avec ce que soit en fait à présenter en termes d'impact. Là, l'idée, c'est vraiment d'aller un peu plus loin, à la fois en termes de cible, mais aussi en termes de chiffrage. Donc, du coup, on a mené une étude expérimentale. Je ne vais pas présenter tous les résultats, évidemment, le temps ne nous le permet pas, mais c'est vraiment de faire le focus en fait sur quelques résultats qui nous semblent intelligents en fait à partager avec vous. Donc c'est auprès de 1400 répondants, donc c'est représentatif de la population française. Donc sur les 3 projets, à la fois en France, au Bangladesh, à Madagascar. Donc là, vous avez les caractéristiques de l'échantillon. Donc là, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, puisqu'en fait, c'est représentatif. Par contre, là, on vient dans le vif du sujet, puisqu'on a mené une étude expérimentale, puisque la question de fond, cela a été évoqué en fait avant, c'est qu'aujourd'hui, il y a des actions qui se mettent en place, mais les clients, donc les clients en fait des entreprises partenaires ne savent pas forcément. Et la preuve, c'est que quand on vous a posé la question, est-ce que vous aviez la connaissance de ces projets-là, il n'y a personne qui savait. Même si vous connaissez en fait ces marques-là, hein, Okaidi, Jacadi, ce sont des marques qui sont assez connues. Mais aujourd'hui, la véritable problématique, c'est que les clients de ces entreprises-là ne savent pas. Raison pour laquelle ici, en termes de pertinence méthodologique, peut-être que c'était plus intéressant de faire une expérimentation où on leur explique ce qui se fait. Et par la suite, on essaye de voir en fait quelles sont les conséquences, quels sont les résultats qui sont associés à ça. On a regardé un peu quels étaient en fait les facteurs qui pouvaient être associés, on fait des régressions linéaires simples ici, à l'image. Est-ce qu'il y avait un impact en fait sur l'image de la marque de l'entreprise? Là, on voit qu'en fait, de manière globale, tout est positif, même si on voit qu'en fait, si vous prenez le concept d'altruisme, est-ce qu'en fait le client perçoit l'entreprise comme étant altruiste ou pas? Vous voyez qu'en fait, c'est là où, voilà, plutôt en fait, on a des corrélations qui sont les plus fortes, ce que j'ai mis en fait en vert. La proximité identitaire, on avait vraiment beaucoup d'espoir en fait sur ce concept, mais vous voyez qu'en fait, finalement, c'est pas là où en fait ça se joue. En tout cas, sur l'image, hein, sur le concept d'image. Donc ça, c'est vraiment le premier grand résultat qu'on a obtenu. Et après, on a aussi regardé, puisque c'est bien en fait que cela améliore l'image, mais à un certain moment, on parlait en fait de est-ce qu'il faut sauver la fin du mois ou est-ce qu'il faut sauver en fait le monde ou la planète, mais est-ce qu'aussi il faut sauver l'entreprise qui est en train en fait de mener ces actions-là. Donc là, c'est vraiment en fait un peu le sens de la question qu'on essaye d'étudier ici. On essaye de voir en fait est-ce que le fait de faire tout ça, est-ce que cela améliore, est-ce que cela augmente en fait l'intention d'achat des clients. Et là, vous voyez que, par exemple, ça c'était intéressant, le résultat sur la sensibilité à l'éducation des enfants. Donc là, c'est vraiment sur le projet en fait qui est à Bangladesh avec Okaidi. Vous voyez qu'en fait l'effet est assez faible. Ça veut dire en fait globalement aujourd'hui, quand on fait des actions de ce type, peut-être qu'en fait ce qui est attendu, c'est pas vraiment un bénéfice en fait pour une population spécifique, mais c'est plutôt un bénéfice de manière beaucoup plus globale, puisque vous voyez quand vous regardez en fait la sensibilité à l'aide de manière plus globale, hein, et plus particulièrement sur Toana qui est à Madagascar, où on sait qu'en fait c'est aussi on est dans un pays en fait en développement. On voit que c'est là où il y a le plus d'influence, en tout cas le plus d'impact en termes
d'efficacité en fait de ce qui est fait. Et enfin, la dernière question qu'on a regardée, et ça c'est vraiment important, puisque au fond, on a parlé ce matin à un certain moment, on a cité en fait le business model. Au fond, ce qui est important, c'est même pas l'intention d'achat, mais c'est est-ce que le client accepte de payer plus les produits qui ont contenu en fait sociétal de ce type. Et là, c'est vraiment le consentement à payer plus qu'on est allé regarder en fait. Et là, vous voyez que par rapport aux chiffres que je vous ai montrés avant, où j'avais du rouge, du noir, des chiffres voilà, plus faibles, là, vous voyez qu'en fait, on a une efficacité qui est beaucoup plus importante. Tout est vert, ça veut dire en fait, on a des coefficients de régression, de corrélation qui sont beaucoup plus fortes, de l'ordre de 0,54 et surtout un modèle explicatif aussi qui est beaucoup plus intéressant, 62%, avec en fait l'image, l'engagement. Alors, je n'ai pas eu le temps de détailler un peu sur le partage, sur l'apprentissage, sur l'approbation, mais déjà, on a une vision assez globale sur en fait les facteurs qui permettent d'avoir plus d'efficacité, en tout cas auprès des clients de l'entreprise. Et ça, c'est aussi, je pense, un résultat intéressant. Merci Mbaye. Et donc, pour clôturer, et en plus Cécile doit nous quitter pour aller reprendre son train, quelles sont les perspectives, selon vous, dans une conjoncture qui se tend, on en parlait encore ce matin, de ces projets de business sociaux? Clairement, en tout cas, le développement de ventes solidaires avec des invendus, et un projet que moi j'aimerais bien qu'on développe à la fois de manière physique, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, hein, on en a fait à Roubaix, à Lille, à Paris. Par contre, c'est quand même des événements assez chronophages, assez importants à mettre en place. Donc on travaille avec la plateforme Label Emmaüs aujourd'hui pour se dire comment est-ce qu'on pourrait imaginer aussi des ventes digitales avec de la formation des bénéficiaires d'associations, parce qu'on sait que sinon ils iront pas, hein, s'ils sont pas accompagnés par leur association, mais où il y a à la fois un apprentissage et en même temps c'est générateur de valeur, hein, d'argent, qui est redistribué pour des actions sociales. Donc, et c'est potentiellement une possibilité de développement plus facile que des produits. Alors, on voit quand même, si on prend l'exemple justement du développement de produits à Madagascar, que ça peut marcher. C'est aujourd'hui l'exemple, en tout cas dans ce qu'on a monté, qui marche le mieux. Ça reste quand même difficile. On a développé des petits projets, comme le disait Isabelle, c'est un peu à la force du poignet quand même pour convaincre les marques, les assos. Ça prend du temps. Donc, quand l'économie est un peu tendue, c'est encore plus difficile. Donc c'est vrai que c'est difficile, en tout cas aujourd'hui, d'imaginer vraiment, même si c'est une volonté de développer, d'imaginer comment est-ce qu'on va le faire. Oui, puisque Jean Dufouré, donc un des fondateurs, dit quand est-ce que le business social va devenir le new business as usual. Mais bon, c'est le Graal, parce qu'effectivement, c'est compliqué. Qu'en est-il à Laura Merlin? Puis on bouclera par Hugo, avant de vous remercier et d'avoir surtout les questions de la salle. Pour Laura Merlin, je pense qu'il n'y a pas de question d'arrêter, même si les temps sont plus tendus. Au contraire, c'est vraiment inscrit dans la mission de l'entreprise, la vision haute de pouvoir rendre le mieux habité accessible à tous, donc de continuer justement ces actions de social business et de toute façon, en plus, par rapport aux enjeux climatiques et environnementaux, il faut rénover les habitats, donc il faut encore plus continuer. Merci. Hugo, pour terminer, le mot de la fin? De notre côté, on ne peut pas parler de la revue, et l'étude d'impact justement était aussi pour conforter cette place et apporter les résultats à la fois financiers et extra-financiers. D'accord. Démontrer que, bien sûr, on a aussi de l'intérêt pour l'entreprise. Pour le sujet de développement chez nous, eh bien, on s'aperçoit que les personnes souscrivent justement à des microcrédits pour acheter des véhicules et le prix de l'occasion ayant fortement augmenté ces derniers temps, malheureusement, de nouveau très rapidement des problèmes sur ces véhicules. Donc on cherche toujours avec nos partenaires à développer un diagnostic qui pourrait avoir lieu en amont de l'achat d'un véhicule pour que lorsqu'une personne souscrit à un microcrédit, elle soit vraiment sûre derrière d'être tranquille au moins un bon moment avec sa voiture. Et deuxième sujet de développement, on cherche à travailler, car les publics en précarité, beaucoup
malheureusement roule sans parfois contrat technique et assurance, ce qui peut déboucher à des problématiques bien plus graves si jamais on a des accidents corporels et qu'on n'a pas de contrôle technique, on n'est pas forcément couvert par son assurance. Et là, c'est tout de suite une autre dimension. Voilà, et dans le but de résoudre, ou en tout cas de participer à améliorer la situation sur ce sujet, eh bien, on cherche à travailler avec assureurs et contrôle technique pour faire mieux. Merci. Et peut-être ce qu'on voit quand même, c'est que vous avez pu constater que les business sociaux dans lesquels chacun des 3 distributeurs représentés cet après-midi, dans lesquels ils s'engagent, sont en lien direct. Vous êtes toujours là? Oui, sont en lien direct avec leur activité. Oui, sont en lien direct avec leur activité. C'est bon? Alors du coup, j'ai pas du tout, depuis que j'ai arrêté de parler, je n'entendais plus rien du tout. On va passer aux questions. Désolé, mais je ne l'ai pas entendu. Ouais. On va passer aux questions maintenant de la salle, Hugo. Pardon. Parfait, merci. Donc je voudrais revenir sur ce que Isabelle vous avez dit à un moment, surtout dans le cas où il y a un partenariat avec une fondation. Vous avez dit qu'une des limites que vous avez observées, c'est le fait que c'est très dépendant sur une personne, sur un acteur clé. On voit aussi autre chose finalement qu'en matière d'échelle, même si ces initiatives sont très louables, mais au regard des enjeux finalement sociaux aujourd'hui, ça reste quand même une toute petite goutte. Donc finalement, quand je suis revenu à ce que vous avez présenté au début, un social business, il y a le côté social, il y a le côté business. Ce qui a fait que ces grands distributeurs sont aujourd'hui des grands distributeurs et donc des grands business, c'est qu'ils avaient la capacité d'abord de pérenniser des modèles et de croître à des échelles, à une grande échelle. Donc est-ce que finalement, la partie qu'on loupe lorsqu'on travaille avec des fondations, c'est qu'au lieu de venir faire un petit atelier, fournir des invendus, etc., c'est pas d'aider par un transfert de savoir-faire quelque part à ces fondations pour qu'elles puissent elles-mêmes se pérenniser et se mettre à une large échelle. Enfin, je ne sais pas ce que vous pensez de... Peut-être Cécile. Alors juste, c'est pas du tout la fondation qui quand même crée tous les produits, Enfin, en fait, moi je m'appuie évidemment sur les compétences de l'offre, sur les compétences du système, enfin de la chaîne de production. On est en lien, par exemple, quand on fait des produits, que ce soit à Madagascar ou au Bangladesh, avec des usines partenaires qui aident à mettre tout ça en place. Donc, on s'appuie vraiment sur les compétences des collaborateurs. En effet, la difficulté, c'est aujourd'hui de trouver un business model qui permette à la fois de continuer à donner de la valeur à l'entreprise et pas seulement, en tout cas, au social, et de multiplier en fait le nombre de produits. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça représente une goutte d'eau par rapport au nombre de produits. Donc, mais je pense qu'en tout cas, même si on porte le projet plutôt dans le lien et dans le facilitateur, je pense qu'on est plus facilitateur et ensuite on s'appuie évidemment sur les compétences de l'entreprise. Merci. Une autre question ? Bonjour, moi j'ai une question en fait sur les possibles dérives qui peuvent être liées aussi à ce social business. Est-ce que par exemple on ne peut pas penser qu'il y ait une sorte de mise au travail des collaborateurs au-delà du périmètre de leur mission qui n'est pas reconnue fondamentalement et qui n'est pas rémunérée? En d'autres termes, effectivement, sous la bannière du fait qu'ils contribuent à une cause sociale, ils arrivent, enfin, on les fait travailler, ou vous les faites travailler un peu au-delà du périmètre de ceux, effectivement, pourquoi ils sont engagés. Et donc, il y a une question peut-être un peu éthique à se poser aussi, adossée à cette idée de business, de social business. Cécile, tu réponds avant d'y aller ? Je réponds et puis après je dois y aller. Alors nous, ils sont déjà engagés au-delà de leur mission propre, puisque en effet, à l'offre, on a quelqu'un qui travaille sur les produits justement qu'on développe en business social, en logistique. Enfin, on a quand même toute une série. Moi, j'ai une marguerite très très large de tout un tas de collaborateurs engagés sur ces sujets, mais ça reste quand même à la marge. Parce que c'est du temps qu'ils prennent et c'est parce qu'ils sont mobilisés, parce qu'ils sont engagés, parce qu'ils sont touchés par les sujets sociaux. Mais on ne peut pas demander plus, sachant que voilà, quand il y a en plus de la pression sur sa propre mission,
c'est compliqué. Et après, il y a évidemment aussi beaucoup de collaborateurs qui sont des bénévoles, qui sont des ambassadeurs de ces sujets. Mais je pense que si à un moment les entreprises sont pas prêtes à donner une partie du temps sur le temps de travail et pas de demander seulement toujours en plus, ça sera difficile de développer le modèle, quoi. Merci Cécile, je répondrai après. Tu peux peut-être dire pour oui. Leroy Merlin et Hugo pour Neuroto. Oui, alors pour Leroy Merlin, sur le social business, c'est peut-être un peu moins le cas. Parce que quand les collaborateurs interviennent sur des terrains ou en tout cas sur des chantiers de rénovation, ils peuvent mobiliser, ce que je disais tout à l'heure, leur Positive Impact Day. Donc cette journée offerte par l'entreprise pour justement aller faire des travaux sur des chantiers participatifs ou dans des lieux, etc. Par contre, on avait fait une recherche sur les actions de la fondation et on a ce qu'on appelle des relais fondation dans chaque magasin. Et là, effectivement, c'est beaucoup sur le temps personnel parce qu'effectivement, alors ça repose beaucoup sur les mêmes et ils ont aussi une action d'ambassadeur dans leur magasin pour embarquer d'autres collaborateurs pour les aider. Donc c'est aussi cette dynamique un peu collective qui fait que ce sera moins lourd sur les épaules d'une même personne. Mais c'est vrai que oui, c'est pris sur le temps des collaborateurs parce qu'il y a la visite à domicile et puis il y a aussi le lien qui se crée. Il va au-delà aussi du cadre du périmètre de la mission et donc c'est un engagement personnel qui va au-delà de leur mission en fait. Ouais. Alors moi, pour ceux qu'on a interrogés aussi dans le cadre de la chaire et de choses plus globales, on avait aussi un travail sur le sens, une recherche sur le sens au travail. Et un certain nombre nous disaient que justement, ils trouvaient du sens en faisant aussi ces actions-là, et que sinon ils auraient fait du bénévolat sur autre chose, mais que celui-là, ils estimaient avoir, notamment en bricolage par exemple, c'est les bricoleurs du cœur, c'est ça. Ils adorent faire du bricolage et que ils le font avec des collègues qui sont aussi des amis, et que ça les gênait pas. Il y a aussi d'autres gens qui l'ont fait à une époque, vont peut-être plus le faire parce que d'abord ils ont moins le temps ou moins envie de le faire, mais en tout cas pour ceux qu'on avait rencontrés, on était vraiment donc une démarche volontaire, il n'y a rien imposé par l'entreprise et s'ils trouvaient que ça faisait trop, ils n'avaient pas de pression sur le fait d'arrêter. En tout cas pour ceux qu'on a rencontrés, je ne dis pas que, et je trouve que ta remarque... Oui, il peut y avoir effectivement un glissement. Est-ce que, Hugo, tu as été confronté à ces éléments-là au niveau des centres Neuroto ? Alors, de notre côté, en fait, les prestations réalisées en centre Neuroto se font et aussi dans une volonté que la personne ne se sente pas stigmatisée, dans un certain anonymat, j'ai envie de dire, des bénéficiaires sur place, et donc le collaborateur, s'il ne prête pas une attention particulière sur l'ordinateur au type de forfait utilisé, ne s'aperçoit même pas forcément en fait qu'il échange avec un bénéficiaire Manahara. Tout ça a été fait pour faciliter la démarche au niveau du centre Neuroto, qu'il n'y ait pas de démarche différenciante sur place, mais aussi que pour la personne qui vient bénéficier de Manahara, elle ne se sente pas stigmatisée et que si vous-même vous êtes client chez Neuroto devant ou derrière un bénéficiaire Manahara, vous ne vous aperceviez de rien. Là où en effet ça peut être un petit peu différent, c'est que forcément les véhicules des bénéficiaires Manahara sont souvent dans un état plus dégradé que ceux des clients classiques. Et donc, un diagnostic peut demander un petit peu plus de temps et également peut-être un petit peu plus d'explications mécaniques sur l'état du véhicule au moment de la remise de clés. Ce qu'on peut essayer, ce qu'on essaye aussi de mettre en place, c'est de faire en sorte que les collaborateurs ayant le plus la fibre sociale soient en contact avec ces personnes et apprécient le fait de prendre un petit peu de temps pour aller dans le détail sur l'état de la voiture. Mais en dehors de ça, la mission du collaborateur reste exactement la même entre un client et un bénéficiaire. Et il n'y a pas de séparation du temps de travail entre celui passé sur un véhicule classique et un véhicule d'un bénéficiaire Manahara. Et peut-être la dernière chose, c'est qu'on s'aperçoit que les personnes qui, au sein des distributeurs, s'occupent des business sociaux, sont pas des personnes extérieures, mais que c'est vraiment des personnes qui sont venues de l'entreprise et qui, comme chez Leroy Merlin, Nicolas Cordier, c'est de l'intrapreneuriat.
Hein, c'est ça. Donc ça a été une démarche de sa part de créer au sein de Leroy Merlin. Il a été accompagné là-dessus. Cécile qui a dû nous quitter était déjà dans l'entreprise sur une autre fonction avant de prendre le fonds de dotation. Et c'est pareil, Hugo, tu nous disais que tu travaillais déjà chez Noroto sur une autre fonction avant de prendre celle de Manahara. C'est ça, j'étais chez Noroto depuis 6 ans avant de prendre le relais sur Manahara, mais la fondatrice de Manahara travaillait, elle, anciennement au contrôle de gestion. Je lui ai donné un coup de main sur la poursuite de la mission, et quand elle a choisi de prendre d'autres horizons professionnels, j'ai pris le relais sur la responsabilité du programme. Mais nous sommes tous les deux, en effet, internes à l'entreprise avant même que Manahara existe. Merci à vous tous, donc chercheurs et professionnels, ici et à distance, d'avoir collaboré sur cette table ronde. Et puis on espère que ça vous a intéressé sur un sujet où souvent dans la RSE, on voit bien le E maintenant et le S beaucoup moins. Donc c'était aussi une volonté de travailler sur ce S de social. Merci.